ses compétences pour faire le geste, pour faire. Tout le reste, c'est nous, les médecins d'avant, de première ligne. D'accord? C'est nous, les urgences, qui font de l'aigu. C'est vous, les généralistes, qui sont un peu le carrefour de toutes les spécialités. Vous avez l'éducation des patients, vous avez le suivi des patients, vous avez beaucoup de choses. Et notre rôle est très capital dans des situations pareilles. Voilà un peu le gros de ma présentation. Et nous commencerons par un cas clinique. Donc, c'est un patient de 50 ans qui est ramené à votre cabine par sa fille, puisque vous êtes juste à côté de chez eux. Tiens, ça arrive des choses comme ça. Il présente depuis une heure une douleur thoracique gauche, avec une dyspnée croissante, associée à une sensation intense de malaise et à des sueurs froides. Encore. Oui, c'est le malaise. Le patient, rapidement, vous faites votre petit interrogatoire. Il n'a pas d'antécédent notable, mais c'est un grand tabagique. Grand tabagique, il vous dira qu'il prendra un bon vivant, qui prendra de l'alcool de temps en temps quand l'ambiance c'est bon. C'est capital, c'est un peu fréquent dans nos milieux. Qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Voilà, vous avez fait l'interrogatoire, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? Vous avez ce patient devant vous, qu'est-ce que vous allez faire? Ouais, donc les constantes. D'accord? Les constantes. Nous, dans le cadre de l'aigu, on part dans un raisonnement qu'on classe dans notre cerveau. C'est l'évaluation neurologique, l'évaluation cardiaque, l'évaluation respiratoire. Tac, 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 conscient, bien orienté, tension artérielle, temps, fréquence cardiaque, temps respiratoire, est-ce qu'il respire bien, les ailes amplitudes, la fréquence respiratoire, le petit saturomètre, qu'est-ce qui me ramène? Je termine par une température, une glycémie. Voilà. J'ai déjà fait un... Eh bien voilà, on met constante. Il a une tension artérielle à 13,8, 13,8 au niveau des deux bras. Hein. Pensez à cette histoire de prendre la tension dans les deux bras, surtout dans des cas comme ça, un peu urgents. Une bonne fréquence cardiaque, à la limite un peu augmentée. 25% de cycle respiratoire, c'est bon. Température normale, dextro, il est pas mal. Pas de l'auscultation cardiaque est clean. Un bon rythme régulier, les battements du cœur sont normaux, tout est normal chez lui. Les champs pulmonaires sont libres. Il respire, il n'y a pas de signe d'épanchement, il n'y a pas de signe de... Alors, qu'est-ce qu'il vous faut d'autre? À quoi vous pensez? À quoi vous pensez déjà dans une situation pareille? Oui, douleur thoracique. Deux autres choses qu'il faut. Faraday Benelk, les facteurs de risque. Oui, madame. Très important. L'âge, les facteurs de risque, tout ça. Donc tout ça, ça va m'orienter vers quelque chose de sérieux. D'accord? Ce n'est pas un patient à qui je vais faire une ordonnance dentalgique. D'accord? Et comment vous allez faire quand vous avez une salle d'attente? Les gens qui attendent, qui restent un grand maximum un quart d'heure. C'est compliqué. Je pense que la chose la plus utile, malheureusement, c'est mal organisé chez nous. Avec ça, en tant que médecin généraliste, tu as fait déjà un bon diagnostic. C'est un appel téléphonique, un service qui viendra le récupérer de ton cabinet. Normalement, ça devrait être comme ça. Le CG, il est très capital. D'accord. Heureusement, hier, notre ami nous a fait un très bon exposé sur le CG. Je le remercie d'ailleurs. J'ai assisté de A jusqu'à Z. Il l'a excellemment fait. Un bon rappel extraordinaire. Bravo. Voilà. Ça, c'est un appareil un bon cabinet qui se respecte doit l'avoir. Quand vous investissez dans l'échographie, tout le monde maintenant a son appareil d'échographie, ça sert à rien. Ça coûterait pas plus cher, ça coûterait moins cher qu'un appareil d'échographie. Et plus vous en faites, plus vous allez vous entraîner à voir les ECG normaux. Et le jour où vous tomberez sur un ECG normal, ipso facto, la première vue, ça va vous faire tiquer. Moi, c'est comme ça que j'ai appris l'ECG. C'est à force de les faire. D'accord? À force de les faire. Quand tu achètes un appareil de bonne qualité et tout ça, une fois que tu l'as amorti, j'ai des ECG. Tu peux rien et tu gagnes beaucoup parce que tu développes ton réflexe, tu développes la vue, le réflexe, le raisonnement. Il faut s'habituer à ça.
Eh ben, on prend un ECG pareil. Voilà. Je laisserai le bon soin à notre ami, il va nous dire qu'est-ce qu'il en pense. Donc, dans un ECG, il faut toujours avoir, comme vous l'aviez dit, il faut toujours avoir une tactique pour lire un ordre d'enchaînement. Donc, je vais voir un peu, est-ce que le rythme est régulier, c'est-à-dire que les QRS sont séparés, ils sont équidistants. Voilà. Tout ça, on l'a appris à la base. Donc, on le connaît, il suffit de le pratiquer de plus en plus. Il y a des bouquins hein, où vous pouvez apprendre des ECG. Avec le fait de les voir tout le temps, on apprend. Ok, après, je passe à l'onde P. Est-ce qu'elle existe? Est-ce que chaque QRS est précédé d'une onde P? Donc, voilà, le rythme, il est sinusal. L'onde P, c'est le symbole que le nœud le nœud sinusal fonctionne. Ouais, après, je passe l'espace PR, je le lis pour voir est-ce qu'il est entre 0,12 et 0,20, est-ce qu'il n'y a pas un bloc de branche, premier, deuxième degré et tout ça. Après, je vais voir le complexe QRS. Est-ce qu'il est fin? Est-ce qu'il est... Voilà, l'évolution de l'eau dans les dérivations précordiales, hein, ce truc de montagne que nous avait montré notre ami. Il a bien fait ce truc, c'était extraordinaire. Et après, je passe au segment ST. Ce qui est important dans lui, c'est le point J. On verra ça. Point J, on va voir ça. Et après, donc l'ST, ça, c'est le symbole de l'évaluation de l'ischémie cardiaque. Est-ce qu'il y a une ischémie? Est-ce qu'il y a tout ça? Donc voilà. Alors, cet ECG, apparemment, ouais, il a l'air d'être normal. C'est un ECG normal. Il ne dépasse pas les 0,12. Hein. Si vous comptabilisez, il ne dépasse pas 0,12. La douleur thoracique, elle n'est pas toujours typique. Ce n'est pas cette douleur qu'on nous a enseignée à la fac, hein, typique. On ne la voit que dans 15 à 20% grand maximum. Et rendez-vous compte dans vos consultations, votre recul professionnel, vous allez vous rendre compte que la douleur thoracique angineuse, typique, elle n'est pas très fréquente par rapport à d'autres. Donc faites attention. Le message là, c'est de faire attention. Donc toute douleur thoracique, quelle qu'elle soit, doit m'inquiéter. Surtout si elle est aiguë. Elle doit m'inquiéter. Même les épigastralgies, on va voir les... Oui, oui. Ne partez pas du fait, non, ça ne circule pas vers le bras, ça ne prend pas la mâchoire, ça ne prend pas le cou, ce n'est pas un étau. Donc, ce n'est pas ce qu'on nous a enseigné, c'est terminé, ce n'est pas une douleur, c'est plutôt pariétal, je vais vous donner un traitement antalgique. Revenez me voir si ça ne va pas. Il rentre chez lui, il va crever sur place. Le risque. Voilà, problème de la douleur. Elle peut être à la partie supérieure du thorax sans irradiation. Et c'est là où on évalue le type de douleur, comment elle est que c'est un étau, est-ce que c'est serrant, est-ce que... Enfin, le patient qui vous dira, qui vous le montrera par son doigt, là, poussez encore et cherchez à l'interrogatoire. Elle est rétrosternale, elle irradie vers le cou et les mâchoires, ça ce qui est typique. Elle peut irradier le long du bras gauche, encore plus typique. Elle peut être épigastrique. D'accord. Il y a un problème, je vais vous le dire, de par l'expérience et tout, à l'hôpital, je vois beaucoup ça. Il y a des gens qui viennent aux urgences, il a une douleur épigastrique, qui pourrait être une chauffe gastro. D'accord. Nous avons ce problème de notre population, je ne sais pas, est-ce que... Après, tu lui dis qu'il faut qu'on fasse un ECG, Ribdi fait l'ECG. Ça, je vous dis des choses que nous vivons au quotidien. l'ECG. Je comptabiliser l'ECG. Ah, ouais. Ouais. Après, quand tu fais un ECG, tu trouves un bon estime tarraq. Donc, épigastrique, ECG. Si vous allez encore plus, c'est une troponine, c'est une lipase. انت حيتي بعدا في عقلك في الريزورمون ديالك حيتي المشاكل الكبار. Donc voilà. Hein? C'est pas intra, c'est interscapulaire, excusez-moi, c'est une faute. C'est interscapulaire. Oui.
Ça existe. Hein. Et elle est là, elle est permanente, elle lui fait mal. Ou des fois, c'est la pointe de l'omoplate. Moi, je vous le dis ça, je vous le partage avec vous parce qu'on l'a vécu. Ou machi marra, machi jou, c'est assez fréquent. Et c'est pas la vascularisation, c'est un problème de sensibilité, c'est un problème de sensation de douleur, c'est un peu le plexus solaire, c'est tout ça, comment ça irradie, comment... Et n'oubliez pas le diabétique. Il est de sensibilité diminuée, on a des fois une ischémie silencieuse. Mais عنده والو ما كيحسبوا لك دير ان سي جي كتلقى انستي mais زوز السما parce qu'il n'est pas sensible. Surtout le diabétique, ancien diabétique, chronique, ancien diabétique, قديم في diabète, l'âge et tout ça. Donc, il y a des problèmes dans ce sens. Où là, il te décrira une petite douleur superficielle, une sensation de gêne, des choses comme ça. Voilà comment, dans notre langage marocain, comment ils décrivent le temps. Et l'expression du malade, notre langage, il faut savoir pousser. Ou la développer et ne parlons pas de la coolshit. Le point important qui va... Eh oui, bon, c'est comme ça, mais il faut savoir être pertinent pour pouvoir ressortir la chose la plus importante et qui va vous apporter secours. Donc ça, c'est ce qui est de la douleur. Donc au début, on parlait de l'IDM, mais la douleur thoracique, ce n'est pas toujours de l'IDM. D'accord ? Ça peut être un problème de peau pariétale. C'est le zona, les plaies, les hématomes et tout ça. Et donc là, c'est la palpation qui va te sauver. D'accord ? N'hésitez jamais à mettre à nu un patient. N'hésitez jamais à palper un patient. Ça apporte des informations très importantes. Vous pourrez immédiatement tomber sur un diagnostic. L'examen clinique, il est capital. Et actuellement, on est très envahi, je vous dis dans le milieu hospitalier, on est très envahi par la technologie, les examens. Qui est l'interrogatoire, le jeune médecin, l'interrogatoire, bon, faites-moi ça, faites-moi ça, faites-moi ça. Alors qu'il n'a même pas examiné son patient. D'accord ? Des fois, je revois avec les étudiants tout ça, il a fait un tas de choses. Quand tu examines ton patient, là, les urgences, c'est un sepsis, à point de départ inconnu, je ne sais pas, tu trouves soit un irrisible, etc. Alors que der thoraco-abdominopelvien, der scanner, il faut agir tout en ayant un esprit d'économie de santé. Parce que les examens, ça coûte très cher. Ça peut être un problème de cage thoracique, le syndrome de Treitz, la douleur qui est la sternale, d'accord, c'est un problème de l'articulation sternoclaviculaire, sternocostale. Ça peut être une arthrite, ça peut être une douleur abdominale, une fracture de côte, d'accord. Il s'est cogné le thorax contre le coin d'une table ou un truc comme ça. C'est pour ça que l'examen, la palpation est importante. La plèvre, seul élément du thorax qui est sensible et qui, quand il est atteint, donne de la douleur. Pneumothorax, l'épanchement pleural. Le poumon lui-même, quand il s'agit de pneumopathie, infarctus pulmonaire, la douleur trachéobronchique. C'est ces gens qui ont cette bronchite, cette inflammation au début, quand ils toussent, ça lui fait très mal, il garde une douleur permanente, ça s'accentue. Bon, tu comprends plus. Est-ce que c'est une douleur thoracique d'origine cardiaque? Est-ce que c'est une inflammation de l'arbre trachéobronchique? Est-ce que c'est un reflux gastro-œsophagien et tout ça? Donc voilà les éléments où vous pourrez être pertinent pour pouvoir avancer dans votre diagnostic clinique, bien évidemment, et pouvoir étayer un diagnostic pour le confirmer. C'est un problème de cœur, hein, la péricardite.
Également, c'est une plaie qui est sensible. D'accord? Donc, son inflammation va donner la douleur. La tamponnade, la myocardite, le syndrome coronarien aigu, le Takotsubo, c'est une variation de syndrome coronarien qu'on voit chez les femmes et tout. Je ne peux pas trop rentrer dans le détail. Les vaisseaux, l'embolie pulmonaire, la dissection de l'aorte. C'est grave. C'est très grave la dissection de l'aorte. Il faut faire attention. D'où l'intérêt de la tension entre les deux bras. Et voir. Et quand vous faites un ECG, vous voyez que c'est pas un infarctus du myocarde, c'est pas un syndrome coronarien. Pensez à la dissection de l'aorte, notamment de par l'âge, de par beaucoup de facteurs et tout ça. Si, douleur, la fièvre, c'est une douleur généralement qui est basse, hein, qui est basse. Revoyez les critères de Weiss et vous allez les trouver dans la douleur. Le rachis, la névralgie cervico-brachiale, d'accord, pathologie, la pathologie vertébrale, les myélites et tout ça, ça peut donner des douleurs thoraciques. Le problème digestif, l'ulcère gastro-duodénal, reflux, d'accord. Le reflux avec les spasmes œsophagiens, ça donne une douleur typiquement syndrome coronarien, typiquement cardiaque, et va faire la trancher entre les deux choses. La cholécystite, la pancréatite, la colique hépatique, l'angiocolite, tout ça, c'est des problèmes digestifs qui peuvent avoir une expression thoracique, douloureuse, algique, thoracique. Et le côté psychogène, la colchite et tout ça. C'est un truc d'élimination. Et, pardon. Bon. Alors, dans le cadre de l'urgence, qu'est-ce qu'il faut retenir? La péricardite et le pneumothorax, l'infarctus du myocarde, l'embolie pulmonaire, la dissection de l'aorte, c'est le pied. Donc, en pensant comme ça, en agissant cliniquement comme ça, sur l'interrogatoire et tout, nous gardons les pieds sur terre et nous penserons toujours pieds. Oui, on revient un peu à notre malade. Qu'est-ce qui devient de notre malade? Il est toujours dans votre cabinet. Hein? Le cas clinique, il est toujours dans votre cabinet. 30 minutes après, il y a une aggravation de la douleur et actuellement, elle est parasternale gauche et continue. Ça pose problème. Je refais un ECG. Ou là, je fais l'ECG. Voilà. Il y a un sus-décalage en antérieur. D'accord? C'est un étendu. Je voudrais bien me rappeler la couleur que vous avez donnée à ce territoire. C'était une très belle diapo. Hein. Voilà. Les signes de miroir. Comme l'avait bien expliqué, vous savez que les dérivations, il y en a ceux qui sont en regard de la lésion et ceux qui sont dans le côté opposé de la lésion. Donc ceux qui sont en regard de la lésion vont manifester le sus-décalage. Ceux qui sont dans le côté opposé, ils vont faire un sous-décalage parce que le courant les fuit. Oui, oui. C'est là, des fois, le complément de l'ECG 18 dérivation, les compléments des dérivations postérieures et droites. Bon, mais rentrons pas trop dans le détail. Encore heureux qu'on fasse le diagnostic. Donc, sus-décalage du segment ST antérieur et il est étendu. Donc, il est potentiel, ce patient. Qu'est-ce que je dois retenir dans mon esprit? Qu'est-ce qu'il risque de me faire? Et il est en train d'infarcir. Avant l'arrêt cardiaque. Il a l'arrêt cardiaque. Salam alaikum. Bonne nuit, mcha. Avant c'est quoi? Il y a une fibrillation. Voilà. Une TV ou là une FV. TV, FV. Réflexe. Il a un choc électrique. Bon, mais ça, c'est pas chez vous. Bon.
Et pourquoi pas avoir un défibrillateur automatique au cabinet, hein, ça coûte rien. Et oui. Ah, mais non. Monsieur, tu n'es pas cardiologue. Non, le Jibli Akhouya, t'es un cardiologue. Eh, non, non, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, les gens sont difficiles. Bon, ouais. Nous sommes dans un pays qui, normalement, nous devrons avoir des défibrillateurs semi-automatiques un peu partout, éparpillés un peu partout, repérables. Des téléphone direct, tu sais qu'il y a un défibrillateur automatique ou semi-automatique, قريب ليك. D'accord. Il y a des notions maintenant qui se développent, d'ailleurs, je l'avais dit tout à l'heure. Il y a maintenant des groupes de cabinets. Vous en voyez, d'accord? Un immeuble fait, je sais pas, 10, 15 médecins, d'accord? À chacun sa spécialité et à chacun. Il y en a parmi eux le médecin généraliste, il trouvera même en bas la pharmacie et tout. Ben, pourquoi ce groupe, il ne se cotise pas et pour 20 000 dirhams, il va mettre un défibrillateur semi-automatique, محطوط في un endroit, dans les escaliers ou là, le hall de l'immeuble, à portée de tout le monde. C'est comme ça qu'on peut développer des idées, c'est comme ça qu'on peut évoluer, commencer petit pour grandir par la suite. C'est des idées qu'on peut faire. Donc notre malade, il est comme ça, tu l'as dans le cabinet. Il faut que tu l'évacues, il faut que tu appelles, il faut que tu te débrouilles pour qu'il ne te reste pas dans ton cabinet. C'est pas toi qui vas le traiter. D'accord? Mais encore, si tu veux faire des gestes, tu peux donner de l'aspirine, bien sûr, tu peux commencer un traitement, tu peux donner du Plavix. Si tu es un cardiologue, bon, parmi vous, les médecins de premier franc, vous avez tous un contact avec des spécialistes. كتعرف لمن تصيفط المريض ديالك كتعرف لمن تعيط كتعرف ton cardiologue tu lui dis ou là par WhatsApp tu lui envoies le CG il va te dire c'est urgent donc il faut savoir l'évacuer sur une clinique là où il y a une table de coronarographie ou un truc comme ça. Tu es obligé de te débrouiller. Normalement, si dans notre pays on a le SAMU, d'accord, notre SAMU malheureusement il ne fait que les transports intra-hospitaliers. C'est ça la seule activité qu'il a. Quoique au Covid, ils ont assez bien travaillé, ils ont beaucoup rendu service, mais bon, c'est un problème de gestion, c'est un problème de financement, c'est un problème de beaucoup de choses. Si déjà, on peut créer l'idée que tout cabinet de généralistes puisse avoir un contact et que c'est-à-dire qu'il y ait une ligne régulière, bien faite, et que tout médecin généraliste qui a un patient qui pose problème urgent, il contacte le SAMU. Le SAMU a le devoir et l'obligation de venir récupérer le patient dans le cabinet pour le gérer d'une structure de santé. Voilà une des idées que, par exemple, la société savante qui gère les médecins généralistes, qui nous fait justement aujourd'hui ce congrès nous réunit, c'est un des axes de travail. Hein. Il va travailler ça auprès de l'ordre des médecins et aller voir auprès des autorités et tout ça. Un bon axe de travail. En association avec la Société marocaine de médecine d'urgence, on peut créer une ligne qui ne dérange pas. Et le médecin généraliste dans ce cabinet, il est tranquille, rassuré. D'accord? Et on peut faire même une permanence de soins, ce qu'on appelle qu'un des médecins, le groupe des médecins du pays, et justement, Madame la Présidente, elle est là, je disais quelque chose d'important. Je disais que dans un cabinet, si tu as ça, il est en train d'infarcir. Comment tu vas faire pour l'évacuer de ton cabinet? Qui va dire-les? Qui tu vas appeler? Les pompiers, tu crois qu'ils vont venir dans l'immédiat? Non. Il y a le risque. Vous savez que des patients comme ça, il ne faut pas les mobiliser. La majorité, vous n'avez pas votre cabinet au rez-de-chaussée. Il est dans l'étage. Quand c'est un premier étage, il est là, c'est là داكشي ديالو. Ah là, des solutions. Donc, moi je disais que le SAMU,
chez nous au Maroc, il ne fait que de l'intra-hospitalier. Si vous, par exemple, et la Société marocaine de médecine d'urgence et votre société, vous en faites un axe de travail, que vous rapportez au niveau de l'Ordre national des médecins, vous leur proposez que justement, chaque cabinet de médecine G qu'on fait un numéro de téléphone qui contacte directement le SAMU, que le SAMU lui réponde avec une régulation et que pour des cas pareils urgents dans un cabinet, que le SAMU vienne dégager, prendre en charge le patient dans le cabinet où il s'en occupe. Ça, c'est un axade. Comme ça, le SAMU, on va commencer petit à petit et on verra. Faire une permanence de soins. Le groupe des médecins de la ville qui diront une permanence, la régulation du SAMU qui il répond à des appels pareils. Chaque jour, vous saurez que tel médecin est dans la régulation du SAMU et c'est à lui que vous contactez. Il vous déclenchera évacuation rapide et vous êtes rassuré. Si vous voulez, on peut travailler ça. On peut tenter, hein. Voilà, et ça fera une bonne idée qui émerge de la société des médecins généralistes et la société de médecine d'urgence et de catastrophe. Voilà, si vous voulez qu'on travaille sur cet axe. Allez, on avance un peu, il va falloir aller manger. Donc, le mécanisme et la traduction, c'est ça. C'est l'artère qui se bouche, donc ça commence. Par contre, ça là, en premier lieu, c'est l'artère saine. Il n'y a pas de problème, ça circule bien. Le cœur, avec tout le muscle cardiaque, avec toute l'activité qu'il va pouvoir développer, il a un flux assez suffisant pour répondre à ses besoins. Le problème, quand la plaque d'athérome se développe, c'est le diamètre qui va se réduire. C'est l'effort qui va devenir embêtant. Et ça commence par une dépression du segment ST. D'accord ? Quand vous trouvez des dépressions de segment ST sur le CG, commencez à faire attention et cherchez est-ce qu'il y a une notion d'effort qui déclenche la douleur et tout ça. Après, quand ça avance, ça va inverser l'entité. Et quand ça va être complètement bouché, c'est la troisième situation, c'est le sus-décalage du segment ST. L'enchaînement des choses, voilà. Le point J, alors la ligne isoélectrique, c'est ça. Et le point J, il est là. Donc il faut toujours vérifier ce point de J. Est-ce qu'il est en haut? Est-ce qu'il est en bas? C'est ça le réflexe qu'il faut avoir. De vérifier si... n'est-ce pas mon cher ami? Voilà. Donc voilà, par exemple, là, il y a une surélévation du point J, donc il va entraîner avec lui le segment ST qui va être surélevé et il va des fois même englober l'onde T et on parle de l'onde de Pardé. En timing, ça commence comme ça, 10 minutes à 1 heure, vous avez ça. À plusieurs heures, c'est l'onde de Pardé. D'accord? Un jour, il y a l'onde Q. Déjà, l'onde Q qui commence à apparaître, l'onde Q de nécrose. Avec une T négative, d'accord? C'est un jour, une semaine, et après, on ne gardera que, généralement, on ne garde que la cicatrice qui est l'onde Q de nécrose, qui va persister tout le temps. Alors, pour récapituler, tout ce qui est événement cardiaque, il est classé dans le groupe de ce qu'on appelle le syndrome coronarien aigu. S'il y a un sus-décalage de ST devant le CG, on se pose la question, on cherche, y a-t-il un sus-décalage de ST? Ou non, il faut qu'on fasse les enzymes cardiaques. D'accord? Tirons les enzymes cardiaques. S'il n'y a pas d'élévation de l'enzyme cardiaque, c'est un angor instable. Le problème, il est toujours là. Le problème cardiaque, il est toujours là. S'il y a une élévation, c'est une anesthémie, c'est-à-dire non-élévation du segment ST. Ça peut être un sous-décalage, comme ça peut être un ECG normal. Mais les facteurs de risque, la clinique, vous orientent vers une pathologie ischémique. Il y a un sus-décalage. Tu ne vas pas pouvoir le traiter, dégage-le. Dégage-le dans le bon sens, pas dans le mauvais sens. Et ne perds pas de temps. L'aspirine, bon,
On peut être un peu plus évolué si vous avez un cardiologue qui travaille dans une table de cathé, il va pouvoir vous dire mettez du Plavix, tant de comprimés et tout. C'est ce qu'on appelle on charge le patient, c'est-à-dire on le prépare pour le cardiologue pour qu'il fasse son geste. C'est le traitement adjuvant. Hein? Bien sûr. Et là, c'est le plus grave. Le plus grave, ouais. D'accord. Et même celui-là, il est potentiel. عندك تقول له سير حتى الغدا هذا ما تقولوش سير حتى الغدا ولا essaye حتى هو de l'arranger. Hein? Voilà, ça dépend du cardiologue à qui tu vas envoyer. Les gens ont leurs habitudes. باش ما تدخلش معايا يقول انت كتفهم ولا كتخربق ولا tu aurais dû faire ولا. D'accord. Piétinez pas sur sa spécialité. Soyez gentil ودخلوا غير بشويه مهم que tu rendes service au patient وما يبقاش حاصل فيك. حيت en tout état de cause حنا غير en quelque sorte كتقول بحال سبب on achemine le patient, on fait le diagnostic et on doit l'acheminer vers qui va aller déboucher cette artère. C'est pas nous. Nous, on ne débouche pas. Mais on le prend dans un bon plateau, on le sert. C'est ça notre rôle. Et on rend service à la population et ils sont contents, ils sont très reconnaissants parce que c'est toi, qui chauffe le malade. Et après, tu vas le récupérer pour le suivi. Oui, oui, c'est extraordinaire. Et c'est ce qui apporte la satisfaction. Quand un patient vient, il est reconnaissant. Tu te dis, au moins, je suis utile à quelque chose. Allez, on avance. Maintenant, en cas de sus-décalage, on va être un peu rapide. Voilà, on prend un exemple comme ça. Ouais, vous avez, par exemple, là, c'est dans le territoire inférieur et dans le territoire latéral. Donc, on va conclure, c'est un ST+ en territoire inféro-latéral. Les images de miroir, on les voit. D'accord. Apprenez, je reviens toujours à ce que j'ai dit, le CG, c'est comme l'échographie. Au départ, vous avez acheté l'appareil d'échographie, vous avez fait la formation, mais à force d'exercer, vous développez et vous maîtrisez. Un ECG, si vous faites la même politique, vous finirez au bout d'une année ou un an et demi, je dois compter fait. C'est une question de pratique et question de... Donc, c'est un sus-décalage du segment ST en inférolatéral. Et c'est des patients dans un cabinet, il est grave. غادي يدوخ لك راسك تبقى تالفه فهمتي يمكن كاع غير الا حيتين حتى كاع ما تخدم ديك العشيه tu sers à rien غير ترتاح quelque part. Alors les territoires, moi je le redresse avec un tableau comme ça, notre ami l'avait fait avec un schéma, c'était très bien ce qu'il faut retenir. Donc dans l'antérieur c'est l'IVA, d'accord, on verra un peu une photo, et le risque c'est les troubles de conduction. Pourquoi? Parce que l'IVA, c'est elle qui va vasculariser le faisceau de His et tout ça dans ce mutu. Et donc, quand il y a une ischémie, le faisceau de His risque d'être perturbé et il va agir n'importe comment. Il risque d'agir n'importe comment et il vous donnera des troubles de conduction. Qu'est-ce qu'il y a encore à retenir? Le territoire inférieur, c'est la coronaire droite. Le risque d'arythmie, parce que côté droit, la coronaire droite, c'est elle qui vascularise le nœud sinusal, le nœud auriculo-ventriculaire. En état d'ischémie, il risque de poser des problèmes. Le côté droit, c'est le VD, c'est le ventricule droit. Donc le retour veineux, il y aura une hypokinésie, le retour veineux ne sera pas correct et on peut aboutir à un bas débit. Pour schématiser un peu, c'est une notion des territoires. Vous avez tout ce qui est antérieur, hein, c'est le V1, V2. Tout ce qui est septal, c'est le V3, V4. Tout ce qui est latéral bas, c'est le V5, V6. Tout ce qui est antérieur étendu, c'est ce grand cercle noir. C'est comme le cas de notre patient, le premier cas clinique qu'on a fait.
Alors, ce qui est inférieur, d'accord? Voilà. Vous avez le réseau, vous avez le faisceau de vis avec sa bifurcation et tout ça. Et vous comprenez qu'une atteinte de l'IVA risque de nous donner des troubles de conduction. Vous comprenez qu'une coronaire droite risque de nous donner des troubles de rythme. Voilà. L'idéal, c'est ça. La stratégie thérapeutique. Comment prendre en charge comme ça? Dans des pays qui ont les moyens, dans des pays qui ont le SAMU, dans des pays qui respectent, Nous avons les moyens, on peut faire ça. Il faut de la volonté. La volonté, on l'a. Il faut déjà la pousser encore plus. Donc la douleur thoracique, soit il va appeler le SAMU, ils vont venir le chercher. D'accord? C'est ce qu'on appelle le PCM, premier contact médical. Soit il va aller vers un hôpital où il y a une table de Corot, on peut faire une coronarographie, une dilatation et tout ça. Soit il va aller à un endroit sans table de Corot. De toute façon, il est dans un hôpital. Alors, nous avons ce qu'on appelle un délai qui est lié au patient. C'est au moment de la douleur et au moment et le temps pour avoir un premier contact médical. Il est lié au patient. Là, l'intérêt de l'éducation des patients, là, l'intérêt des trucs sur le plan public et tout ça, ce que c'est que la douleur thoracique, comment, il faut appeler, il faut faire, il ne faut pas perdre le temps, il faut, etc. C'est un peu la même théorie qu'on fait pour les AVC. Il y a un délai qui est lié au système médical d'urgence. C'est là le rôle des urgences, le SAMU pour évacuer le patient, l'équipe médicale, l'UMH qui peut prendre et tout ça. Alors, après, dans le cadre d'un ST+, si je suis vers un centre où il y a une table de Corot, très simple. Je l'achemine en moins de 10 minutes, tac, tac, moins de 60 minutes. Le guide, il contrôle au sol et il a débouché l'artère. Et je gagne le maximum. Par contre, si je suis dans un endroit où je n'ai pas de table de Corot, dans un hôpital de table de Corot, si le délai de transférer le patient vers une table de Corot est inférieur à 120 minutes, je peux aller l'emmener à la Corot. S'il dépasse les 5 minutes, les 120 minutes, je dois thromboliser avant avec tous les risques de la thrombolyse, mais il faut tenter, ne serait-ce que pour gagner, et après, on verra la suite. Donc voilà ces notions de délai, voilà le schéma, normalement, il est national, c'est l'État qui doit s'occuper de ça, d'organiser et tout, et il doit être comme ça. D'accord? Il est partout en Europe, aux États-Unis, c'est ce qu'ils font, et c'est pour ça qu'ils réussissent le plus. Dans un cabinet médical, c'est ce téléphone qui, normalement, va vous sauver la vie. Vous avez fait un diagnostic, vous appelez, ils viendront chercher, ils s'en occuperont. Là, l'idéal, ça serait ça. Je ne vois pas pourquoi que ça va être une faute médicale. Écoutez, moi, j'ai appelé, personne n'est venu, j'ai attendu, j'ai fait ce qui est en ma portée. Pourquoi on va me condamner? لا يكلف الله نفسا الا وسعها. كون قلتي له سير بحالك ماشي انا ماشي اختصاصي في هذا الشيء ولا ما عرفت ما ندير لك لا وي. Mais si tu le prends, tu appelles et tu le gardes dans ton cabinet, d'accord? Tu vas pas faire tes consultations, tu vas même dégager ton cabinet tant qu'il est encore chez toi. Même s'il meurt dans ton cabinet, bah, s'il n'y a pas moyen de les dégager. Tu n'as pas d'autre choix. C'est tout en donnant des consignes. Il ne faut pas le faire bouger, il ne faut pas tarder, ou si tu as un contact pour l'envoyer chez quelqu'un qui va les réceptionner dans un hôpital ou l'Inde, il faut faire ça. Mais bon, des choses comme ça, moi je ne vois pas pourquoi on va vous condamner. Tu as fait de ton mieux, mais là, rapide, avoir les bons réflexes. Voilà. Ça reste, tout ça, ça reste des choses floues.
Ça reste des choses floues. Ça reste des choses floues. Gars, au pire des cas, il est parti de lui-même. Est-ce que vous voulez que je lui mette les cordes aux pieds? Il est parti de lui-même. Sa famille a décidé de l'emmener. Je leur ai dit, voilà, voilà la situation, comment il est. Ils n'ont pas voulu attendre les secours. Ils sont partis. Voilà. Tu le fais signer. Fais-lui signer ce que tu veux. Dis-le, tu n'as pas de problème. Oui. 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 Oui, 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 oui. Chef, je vous dis un truc. Je vous dis un truc. Ouais. Non. Moi, je partage avec vous, on est un peu en esprit d'hôpital, mais c'est pas. Mais chauffe, oui, oui, متفق معك. متفق معك يا أستاذ، متفق معك. C'est vrai que dans notre contexte social, il n'y a pas pire que l'entourage du malade. Alors qui يحمقوك يديروا لك مشاكل. Tu vois. Donc c'est une situation difficile à gérer. Difficile. ما ساهلينش ومازال خصهم يمسحوا فيك كل شيء وهذا وهذا. Yalla, tout de suite, tout de suite. J'avance, j'avance. Donc, ce schéma est très capital. Voilà ce que je voulais dire et que vous preniez conscience de ça. Et j'espère qu'on pourra développer quelque chose dans ce sens. Voilà, un peu la coronarographie. Vous avez là cette sténose de la droite. Voilà. Après une dilatation et la pose d'instinct, elle n'est pas là et tout est rentré à l'ordre. Voilà. Donc, la reperfusion est toujours supérieure, d'accord, à la thrombolyse. Reperfuser, c'est mieux. Aller mettre le patient sur une table de Coro le plus vite possible, c'est mieux que de faire une thrombolyse. C'est ce qu'ont montré les études. Sensus décalage, c'est des cas comme ça. Bon, ça, c'est un de mes patients. Voilà. C'est un septo-latérobasal, d'accord. Donc, en connaissant un peu la répartition des territoires et tout ça, vous aurez à maîtriser tout ça. Alors, que disent les recommandations? Dans le ST-, il faut doser la troponine. Actuellement, les dosages de la troponine, il y a l'ultra sensible et l'hypersensible. On peut la faire à H0, H1. Si vous pourriez faire ça dans le cadre d'un ST- qui est rassurant, vous avez les laboratoires, vous demandez, dans l'heure, ils vous le donneront. Si elle est négative, il faut la refaire, en attendant d'adresser votre patient vers un cardiologue ou un centre qui est... D'accord? Ne vous cassez plus la tête à demander tous ces trucs. Ça prend du temps, de l'argent et ça ne sert à rien pour le moment. Ça, c'est pour des études, c'est pour des trucs. Si le contexte est évocateur avec une probabilité faible et moyenne pour évoluer vers quelque chose, bien sûr, ST-, ça ne veut pas dire qu'il allait faire tout de suite aller faire une cour. Il y a des cas où la probabilité de complications ou d'infarcissement dans l'immédiat elle est faible. On a le temps d'aller faire une coro, on a le temps. On peut faire un coroscan, d'accord. Quoique le coroscan il est moins cher par rapport à la coronarographie. Et c'est là un duel des cardiologues. Bon, je ne sais pas. En tout cas, les recommandations, c'est ce qu'ils disent. Hein. Par contre, la surveillance rythmique pour tout non-élévation du ST, c'est 24 heures de surveillance. Donc déjà, préparez votre patient à ce qui, moralement, qui va aller être hospitalisé, ne serait-ce que pour une surveillance et une exploration et tout ça. Donc c'est un de vos rôles, c'est de préparer le patient moralement, psychologiquement et sa famille, comme quoi il doit être hospitalisé pour une surveillance. Et le garder des fois jusqu'à l'angioplastie pour les cas où il y a les risques de troubles de conduction ou de troubles de rythme ou bas débit, hein, qu'on avait dit tout à l'heure. Ils doivent rester jusqu'à faire une coronarographie. On avance. Voilà. Ça, c'est le tableau récapitulatif de toute cette gestion de troponine et tout ça. Donc, ça récapitule un peu tout ce qu'on a dit. OK, j'avance.
Alors, composer une angioplastie dans les 24 heures pour un non-ST confirmé, qu'il n'y a pas de modification hémodynamique du segment ST suggérant une ischémie. D'accord. Ou là, quand il y a un sus-décalage du segment ST qui est transitoire, c'est ces personnes qui spasment des fois, hein. On le voit beaucoup chez les tabagiques qui spasment, les tabagiques qui stressent souvent, ils font des spasmes et après ils relâchent. Et un score de Grace qui est supérieur à 140, bon, ça c'est du ressort des cardiologues, ne vous cassez pas trop la tête avec ça. Immédiatement, dans les 2 heures, si un seul critère est présent, instabilité hémodynamique, où il a fait où là il risque de faire un arrêt cardiaque, la douleur récurrente qui revient, réfractaire malgré un traitement médical, une arythmie menaçante, les complications mécaniques de l'infarctus, l'insuffisance cardiaque clairement liée à l'ST, et ça, c'est la présence d'un sous-décalage supérieur à 1 mm dans plus de 6 dérivations, avec un sus-décalage sur l'AVR et l'AV1, c'est le symbole d'un tronc commun qui est bouché. D'accord? Donc ça, c'est un peu urgent. Il faut le garder à l'esprit. Retardé, quand il est stable hémodynamiquement, sans sus-décalage, voilà. Ou là, quelqu'un qui est réanimé après un arrêt cardiaque, il faut lui donner le temps parce qu'il y a le risque hémorragique dans l'arrêt cardiaque et tout ça, le massage cardiaque et tout, donc il y a le risque hémorragique qui est très important. Pas besoin d'aller faire une choro immédiatement, il faut retarder et tout ça. Ou bien un patient pluritronculaire et qui n'a pas fait il n'y a pas de choc cardiogénique, pas besoin d'aller courir faire une carte. Bon, mais ça, c'est du ressort des spécialistes et tout ça. C'est rien que pour que vous ayez une idée. Comme ça, vous comprenez le comportement. Parce qu'il reste toujours votre patient. Il va venir vous raconter tout ce qu'il a été fait, que vous puissiez enchaîner les choses, pourquoi le cardiologue a fait telle chose et pourquoi il a fait telle chose. C'est dans le sens d'une culture générale, un peu dans ce sens. Allez, j'avance, madame, il ne reste pas grand-chose. C'est le tableau récapitulatif pour le temps et tout ça. Donc voilà, vous pouvez le prendre et le lire un peu tranquillement, à tête reposée, ça vous fixera les choses à l'esprit. Allez, voilà. Stratégie de prévention, ça c'est notre rôle. Hein. Les facteurs de risque cardiovasculaire, on doit toujours les chercher, on doit toujours les prendre en considération. N'oubliez pas ces gens, les intoxications alcooliques, n'oubliez pas la cocaïne. Hein. C'est fréquent maintenant, les gens qui sniffent, les jeunes et tout ça. Faites attention, ils font beaucoup de problèmes cardiaques, ceux-là. D'accord? Le poids, la dyslipidémie, donc vous avez tout un rôle dans l'éducation thérapeutique du patient, dans son hygiène, dans tout ça. Le rôle nous encombre, nous les médecins de première ligne, de leur dire tout ça, de leur expliquer tout ça. Alors des fois, dans le suivi de vos patients, quand il a une fibrillation atriale et qu'il a fait un IDM et tout ça, il va venir pour le suivi, vous allez trouver qu'il a une trithérapie anti-agrégant plaquettaire, plus les ADO et tout ça. Voilà, ça c'est un tableau qui explique un peu l'enchaînement par période et tout ça, et le pourquoi. Donc ne soyez pas étonnés. Pourquoi il a associé un ADO avec un anti-agrégant plaquettaire et tout ça? Ça c'est du rôle de spécialiste. Il va venir chez vous, vous allez connaître son traitement, vous allez voir qu'il a une trithérapie à respecter et à suivre, surveiller le risque hémorragique, surveiller, évaluer tout ça. Voilà ce qui est important pour nous, les médecins de première ligne. Alors ça, c'est des exemples que j'avais vus dans mon service. Voilà, le territoire inférieur avec les images en miroir. Voilà, c'est un ST inférieur. Ça, c'est un deuxième cas, 45 ans, tabagique. On commence à avoir des problèmes cardiaques à 45 ans. On en a vu à 37 ans, 35 ans, j'en ai vu aux urgences. Plus jeune, hein. Alors que dans le temps, c'était la pathologie du sujet âgé. Enfin, des sujets matures au-delà de la cinquantaine. Aujourd'hui, l'âge est descendu. Hein. Le message final. La douleur thoracique est une urgence. Il ne faut pas la négliger. Il faut l'explorer. Elle doit vous faire peur. Elle doit réveiller en vous l'exploration clinique, interrogatoire, tout ça, tout ce qui est pertinent pour mettre en évidence l'origine de cette douleur thoracique. Le CG, c'est l'examen clé. C'est la première action dans la douleur thoracique. Apprenez à vos infirmières et à vos assistants dans le cabinet de faire
de poser les trucs de CG. Ils vont vous être d'une utilité rapide. كتشوف مريضه قول له دير واحد لو سي جي لهذاك شي عاد تبقى تصدعي راسك جيب دير علميها باش كتهنيك. Tu fais le CG, tu vas vérifier. Il a une erreur sur l'emplacement des trucs, le CG, vous allez apprendre ça avec le temps. Voilà un axe à développer. Investissez dans l'apprentissage de vos assistants dans le cabinet. Et oui. Moi, dans mon service des urgences, j'ai une équipe d'infirmières et tout ça qui sont extraordinaires. J'ai celui qui fait le triage qui a le diagnostic. كنعرفهم واحد بواحد الا جا هذاك مول الترياج اللي كيدير الترياج كيغوص المال الاول الا قال لي نوض كنعرف خصني نوض بثلاثه دي شوكاج tellement mais ça fait des années qu'ils travaillent avec moi donc voilà, j'ai investi dans leur apprentissage, j'ai investi dans beaucoup de choses. Oui, mais n'y comptez pas trop ce truc. Ne comptez pas trop. C'est des logiciels, c'est non. N'y comptez pas trop. Apprenez à interpréter vous-même. شوف مدام انا فاتني الحال على الانتيجينس ارتيفيسيال داكشي ديال ولادي انا فاتني الحال على هادشي وي واش نبقى bon c'est un point de vue donc pensez à faire un ECG chaque 30 minutes si la douleur persiste ou est récurrente si عندك بدا الحريق كيتزاد ولا la douleur change refaites un ECG si le CG initial est normal وباقي الحريق refait un ECG ياك ما تكون شي حاجه qui va apparaître. Un ECG normal avec une douleur thoracique, c'est un non-ST. Et ça reste un syndrome coronarien, non-ST. Faites attention à celui-là. La place de la troponine. Une douleur thoracique n'est pas toujours un IDM. Retenez ça et restons pieds sur terre. Les étiologies les plus graves dans la douleur thoracique. L'angioplastie, comme j'avais dit, elle est supérieure à la thrombolyse. Autant référer vers un endroit où il y a une table de Corot. Et donc, en conclusion, chaque région doit avoir sa propre table de cathétérisme et son propre cathétériseur. Une permanence. C'est ça l'idéal de l'évolution de notre système de santé. Et c'est là où vous allez comprendre. Et bien sûr, le rôle qui nous incombe, qui est le nôtre, c'est la lutte contre les facteurs de risque. Je vous remercie pour votre attention.